Vendredi 15 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, le pôle d'enseignement supérieur de santé Banyele Djara de Doumanzana, sous l'égide de son promoteur, a organisé la deuxième édition de leur journée de don de sang, et cela pour enlever des pines aux pieds des personnes nécessiteuses. L'activité s'est déroulée le jeudi 14 mai 2026 dans les locaux du complexe scolaire et universitaire Banyele Djara. Le commentaire avec Samaïra Sanogo. Le sang est indispensable dans la survie de l'être humain. Il est cependant un produit qu'on ne trouve pas au marché. Conscient donc de son apport inestimable pour sauver des vies, le pôle d'enseignement supérieur de santé Banyele Djara de Doumanzana organise ainsi cette deuxième édition de la journée de don de sang. Le sang, c'est quelque chose qui ne se fabrique point. Il est obtenu seulement par la donation. À cet effet, celui qui donne le sang sauve également une vie. Et grâce à cette donation, des milliers de vies qui vont être et pourront être sauvées. Chaque poche de sang collecté représente un espoir pour une femme en plein accouchement qui a perdu énormément de sang. Pour un enfant souffrant d'anémie sévère, pour un accident de la voie publique, pour un victime qui a besoin surtout de la transfusion urgente. Sourire aux lèvres avec lueur d'espoir, les organisateurs de ce geste hautement humanitaire affichent leur satisfaction quant au déroulement sans incident de l'activité avant de saluer tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Ces sangs collectés, nous pensons vraiment les adresser spécialement aux mères qui sont sur le point d'accoucher, qui peuvent avoir des hémorragies massives pouvant leur ôter la vie. À des enfants qui sont vraiment anémiés, qui ont besoin d'être transfusés. Également à nos braves soldats qui sont blessés sur le champ de l'honneur. Je ne saurais pourtant terminer sans remercier mes collaborateurs, les membres de l'administration, le promoteur pour son engagement financier. Il a mis tous les dispositifs à notre disposition pour pouvoir donner naissance à cette belle journée. Venus nombreux pour apporter leur contribution à l'activité dans le souci de sauver des vies à travers le don de leur sang, les participants à l'activité saluent l'acte. Nous avons répondu à l'appel de l'université Banyele Djara pour le don de sang. Alors c'est ce qui fait l'objet de notre présence ici. Bon, c'est une bonne chose, vraiment c'est une bonne chose. Non seulement ça permet de sauver des vies, donc cela explique que faire un don de sang, c'est comme tu as sauvé une vie. Je lance l'appel à tous les Maliens, surtout la jeunesse, de faire participer tous les dons de sang. Remerciant les organisateurs pour l'initiative trouvée noble, le Centre national de transfusion sanguine dira que le geste est une bouffée d'oxygène et qu'il est venu à point nommé. C'est la deuxième fois. Donc ils donnent plus de 200 poches. Donc si nous appellent ça fait partie de notre activité quotidienne pour des collectes de sang. Et si une université nous appelle, donc ça fait droit au cœur. Donc moi je pense que si les autres universités aussi aident de voir comment l'université Banyele Santé est en train de faire, de la limiter, je pense qu'il y aura beaucoup de poches de sang que le pays en a besoin. Parce que maintenant, on est en guerre. Le pays est en guerre. Quand on parle de la guerre, il y a toujours des pertes de sang. Donc je pense que c'est bien nommé qu'on veut avoir beaucoup de poches de sang dans ces derniers temps-là. Parce que le pays en a besoin. Venir pour apporter sa contribution et rehausser l'éclat de cette journée de don de sang, la directrice de l'Académie d'enseignement Rive Gauche de Bamako a salué les organisateurs pour l'initiative qu'elle juge patriotique avant d'inviter les autres à en faire autant. D'abord, nous allons féliciter l'établissement Banyele Djara pour avoir organisé ce don de sang qui est vraiment salutaire et très bénéfique, surtout en ce moment. Le pays a vraiment besoin de ça. Et il s'inculque également le patriotisme des enfants. Parce que non seulement ils donnent leur sang, et ça c'est un acte de bravoure, de civisme, de patriotisme, disons, et aussi
contribue vraiment à la santé et à la vie vraiment de nos citoyens. Réunissant le personnel administratif, corps professoral, voisins du quartier, élèves et étudiants du complexe scolaire et universitaire Bagnolet-Diarra, la deuxième édition de cette journée de don de sang aura permis de collecter plus de 300 poches. Mettre en valeur nos matières premières, en particulier les pierres utilisées pour la construction des ponts et des maisons, constitue une voie prometteuse pour développer le Mali à moindre coût. Cela permet également de créer des emplois pour les jeunes et de contribuer à l'émergence d'un Mali prospère. Écoutons l'ingénieur Samassi Traoré au micro de Mahamadou Ben Chérif Soumanou et Nouhoum Kone. Le Mali regorge d'importantes ressources naturelles que nous pouvons valoriser pour contribuer au développement du pays, notamment les pierres utilisées dans la construction des ponts et des maisons d'habitation. Ces matériaux locaux présentent plusieurs avantages dans le domaine de la construction et de l'habitat. En plus d'être solides et durables, ils permettent également de réduire les coûts de construction tout en favorisant l'utilisation des ressources naturelles. La valorisation des ressources locales, des ressources disponibles, de qualité pour bâtir et réaliser les ouvrages nécessaires au désenclavement, réaliser les ouvrages indispensables au désenclavement pour que enfin le pays puisse réellement amorcer un développement qui va nous mener loin. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui est de plus en plus grave, à savoir la mauvaise qualité des matériaux de construction, du béton, la mauvaise qualité des ciments, la mauvaise qualité des fers. Donc la pierre s'affiche comme une alternative car elle est disponible en quantité et en qualité un peu partout sur le territoire malien. Donc les constructions à base de pierre sont très résistantes, elles sont très durables et elles coûtent très peu, sinon très peu cher. Donc l'accès, le coût abordable et la disponibilité un peu à travers le pays nous permettent de vraiment bâtir les ouvrages nécessaires à notre développement, comme les ponts, comme les barrages, les micro-barrages, comme les bâtiments, comme des ouvrages de conservation pour qu'on puisse réellement faire décoller notre système de production agricole, l'élevage au sens large. Donc on a de la matière, on a de l'espace, on est gâté par Dieu. Moi je pense qu'il faut juste qu'on joigne l'utile à l'agréable pour que très rapidement on puisse commencer à être autonome. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe autour de nous, le non-accès à l'énergie, au gasoil, à l'essence, fait qu'on est complètement dépendant de ce qui vient de l'extérieur. Donc prendre ces ressources, les valoriser, assurer notre autonomie, notre indépendance, dépend de ces ressources. Si on ne le fait pas, on sera en retard. Au dire de M. Traoré, dans plusieurs pays développés, de grands édifices sont construits avec des pierres naturelles. Il s'interroge alors pourquoi le Mali ne profite-t-il pas pleinement de ses ressources naturelles alors que le pays en possède en abondance. Selon lui, la valorisation des matériaux locaux pourrait contribuer au développement économique du Mali et créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Transformer nos territoires, les rendre accessibles, construire beaucoup de ponts avec ces ressources nous permet d'avoir des ponts à des prix très compétitifs. On a montré l'exemple, nous sommes en train de construire notre 9e pont à 20 km, 22 km précisément avant d'arriver dans la ville de Sikasso. Donc le coût est entièrement pris en charge par les villageois. À Kaï, à 700 km de Bamako, pareil. Nous avons achevé un ouvrage là-bas dont le coût s'affiche autour de 35 millions, entièrement financé par les communautés. Au lieu de 60 et quelques millions en béton sur demande des villageois, donc ils avaient un devis en béton armé, ils étaient à plus de 60 millions. Et notre ouvrage est beaucoup plus important que l'ouvrage béton, certes, mais on est à moitié prix. 30, 32, 33, et on a fait une rallonge de route dessus, ce qui a fait que ça arrive à 35, 40 quoi.
La durabilité de ces ouvrages n'est pas à comparer à la durabilité des ouvrages béton qui contiennent du fer. Et en ingénierie, le fer, là, ça tient entre 50 et 60 ans quand il s'agit des ponts. Mais quand il s'agit des bâtiments, la durée, c'est 50 ans. Donc là, sur une durée de 50 ans, au-delà, on garantit absolument rien. Des fois, même le fer finit avant ces 50 ans du fait de la corrosion. Donc, on doit comprendre ces enjeux. Tous les pays qu'on envie sur cette terre-là, que ce soit la Chine, les pays européens, les États-Unis et même le Canada, la majorité des ponts sont en pierre. Ça, on l'oublie, ça, on l'occulte et on pense que couler béton là, que ça va faire développer le Mali. Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. Les ponts qui sont sur la ligne de chemin de fer Bamako-Kaye sont tous en pierre. Et il y a entre 60 et 70 ponts. C'est les conducteurs et le président du syndicat des anciens cheminots, M. Keita, qui me l'a dit à plusieurs reprises. Ces ouvrages sont intacts aujourd'hui. Ces ouvrages ont été construits entre 1880 et 1920. Et ces ouvrages-là sont intacts. Ces ouvrages pourront tenir encore 1, 2, 3 siècles sans problème. Donc, faire comme en Italie, faire comme en Allemagne, nos ouvrages à travers le pays à des prix qui sont maîtrisés par nous-mêmes, moi je ne vois pas où est le problème. Rappelons que la construction des ponts et des habitations en pierre est reconnue pour sa résistance et sa durabilité. Elle est également moins coûteuse que certaines constructions réalisées uniquement avec du béton. Direction la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des examens du fin d'année en Côte d'Ivoire, une délégation spéciale de la plateforme des structures islamiques d'éducation a entamé une série de visites dans les établissements d'Abidjan, notamment à Niamey, pour s'imprégner davantage du déroulement des examens. Correspondance Djakaridja Damile avec la voix de Fatmata Kane. Dans la matinée de ce lundi 13 mai 2026, une délégation des responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation de Côte d'Ivoire se sont rendus dans certains établissements scolaires d'Abidjan en marge des examens du fin d'année afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles se tiennent ces épreuves tout en affirmant leur soutien et accompagnement aux élèves pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous avons organisé les examens de fin d'année des écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire et nous avons tourné un peu dans les centres. Alhamdulillah, nous avons vu que vraiment les choses se déroulent très bien, mais pour dire à tout un chacun, alhamdulillah, il y a une évolution parce que quand on commençait les examens de fin d'année des écoles islamiques, on était peut-être à 60 personnes, des fois à 100 personnes. Nous sommes en train de changer de politique de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos enfants puissent servir le pays et servir la communauté musulmane. Rassurant les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation, certains chefs du centre dans leurs propos ont souligné qu'aucun incident majeur n'a été constaté. Les enseignants, disons les surveillants sont en classe, et y compris les caméras bien sûr. Donc il y a des gens aussi qui sont là s'occuper de ça. Donc les élèves ne trichent pas, mais cela ne nous empêche pas de redoubler encore plus d'efforts en ce qui concerne la surveillance. Alhamdulillah, tout se déroule très bien, à merveille, puisque les candidats aussi étaient là depuis 6h, 6h30. Et voilà, donc nous pouvons dire que ça marche à merveille. Après avoir remercié Allah, nous remercions les encadrés et aussi nous encourageons les candidats, oui, nous les encourageons. En même temps, leur donner aussi des consignes à ne pas être trop paresseux. Après avoir édifié les uns et les autres sur le nombre de candidats des différentes classes d'examen, les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation ont tenu à remercier le ministre en charge de l'éducation nationale à travers sa direction nationale. Donc au CEP, nous avons un total de 20 234 candidats. Au BPC, nous avons un total de 4 571 candidats et au BAC, un total de 1437 candidats. Donc en tout, nous avons 26 242 candidats qui composent ce matin. Et donc c'est l'occasion de dire merci aux enseignants. Il faut dire au niveau de la PCE,
la commission chargée d'organisation des examens a mis tout en œuvre pour que ces examens se passent dans de meilleures conditions. La délégation était conduite par le représentant du directeur régional qui, dans son intervention, a apprécié la qualité organisationnelle du programme éducatif de la plateforme et prodigué de précieuses instructions. Donc nous sommes là ce matin pour représenter monsieur le directeur régional qui aurait bien voulu être là, mais pour des raisons de calendrier, puisqu'appelé à la déco, il n'a pas pu être là. Mais comme il a pris l'engagement que partout où on parlerait d'école, que ce soit l'école formelle, que ce soit l'école non formelle, en tout cas tant que c'est sa direction régionale, il faudra que vraiment les gens le trouvent là pour les accompagner. Et pour ça, il a tout fait pour que vraiment nous soyons là pour le représenter, pour dire aux uns et aux autres qu'en tout cas il est de tout cœur avec eux. Et que donc tout ce qui se fait, dit que voilà, l'intéresse. Nous aussi, quand nous avons parcouru les différents centres, il faut dire honnêtement, j'ai été impressionné par la discipline que j'ai organisée, que j'ai observée dans les centres. Parce qu'habituellement, quand on fait les examens, les examens nationaux, on est obligé de mobiliser les forces de l'ordre pour la sécurité. Or, depuis ce matin que nous sommes sortis, dans aucun centre, on a vu les forces de l'ordre. Mais j'ai quand même constaté que les enfants étaient disciplinés. La visite a été sanctionnée par des mots d'encouragement et de conseils adressés aux élèves par les personnalités de la délégation. Le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara, sur invitation des Amsar du Nigeria, a quitté la famille chérifienne de Bangoni Djeganabougou ce jeudi 14 mai 2026 pour l'aéroport international président Modibo Keïta. L'appareil transportant Sirifula Mouriké a décollé aux environs de 9h et a fait escale à Lomé, la capitale togolaise. Après une pause, le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara, met le cap sur le Nigeria aux environs de 15h. Après 2 heures de vol, l'appareil atterrit à l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos au Nigeria. Sur place, les membres et sympathisants Amsar pour l'accueillir dans une joie des grands jours. À noter que Sirifula Mouriké, au cours de ce voyage, mènera plusieurs activités dans les pays de la sous-région, notamment au Nigeria, au Bénin, au Togo, selon notre envoyé spécial Baba Keïta. Le groupe Sherifla Voyage a déployé toute une équipe médicale pour accompagner ses pèlerins afin d'assurer le bon état de santé de tous les pèlerins. La consultation médicale et la prise en charge sont totalement gratuites par les patients. Au dire du personnel sanitaire, 0 incident pour le moment. Les pèlerins du groupe de voyage se portent à merveille dans l'ensemble. Les personnes âgées ainsi que les patients atteints des maladies chroniques sous traitement comme le diabète et l'hypertension artérielle sont bien suivis avec rigueur par les médecins pour leur permettre de maintenir l'équilibre afin qu'ils puissent noblement accomplir tous les rituels du Hajj avec vivacité. Pour terminer, le personnel médical a prodigué des conseils à l'endroit de tous les pèlerins avant de les appeler au respect des bonnes conduites à tenir dans le début de maintenir la santé pour tous, pour le bon déroulement du Hajj. Voyons. Pour revenir à votre question, je pense que depuis le décollage à l'aéroport international de Bamako jusqu'à présent, à Makan ici, nous n'avons pas eu de problème. Tous nos pèlerins se portent à merveille. Donc il n'y a pas eu de problème pour le moment. Voilà. Et durant le séjour à Médine, les cas que nous avons eu fréquemment, c'était notamment les céphalées, les quelques cas de rhume et le palu. Voilà. Et l'événement majeur ici, c'est l'étape d'hier. Voilà. Je pense que ça a été le facteur déclenchant de la lombalgie et de la gonalgie de beaucoup de personnes, généralement les personnes âgées, mais nous avons pu vite y remédier à ces problèmes grâce au traitement qu'on leur a donné. Le traitement est 100% gratuit. Les consultations, les traitements, tous les produits qui sont disponibles avec nous sont entièrement gratuits. Pour les malades chroniques, la plupart, ils ont déjà leur traitement avec eux. Parce que nous avons fait leur consultation à Bamako là-bas, ils ont fait les différents bilans. Et la plupart, ils ont amené leurs médicaments avec eux.
Mais hormis cela, nous avons des médicaments pour ça aussi, tels que l'hypertension, le diabète, tout ça. Là. Nous avons des appareils pour les contrôler et si les gens qui n'ont pas amené leurs produits avec eux ou bien les gens qui ont des difficultés avec leurs produits, nous avons des produits pour eux. Bon, les derniers mots, ça serait pour donner toujours les conseils aux pèlerins, c'est-à-dire toujours éviter les eaux des différents robinets et ensuite porter fréquemment les chaussures et permanemment les chaussures puisqu'il fait, il fait très chaud en cette période-là. Donc surtout en sortant de la mosquée, en sortant de nos maisons, il faut toujours garder les chaussures. Et le dernier conseil, c'est vraiment de boire fréquemment d'eau. Comme vous le savez, l'eau des Zamzam se trouve pratiquement dans tous les coins et les recoins de la mosquée Haram. Voilà, et même sur le chemin et dans nos maisons. Donc c'est désaltérer fréquemment. L'organisme en a vraiment besoin en ce temps-ci. Saluons le guide Assaid Sherif Ousmane Madana Aïdara. Je pense que le mardi passé, on a fêté à Médine son 11e anniversaire. Et son 11 ans n'est pas donné à tout le monde. Et à son 11 ans, lui, il est toujours actif. Donc nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il puisse le garder plus longtemps avec nous. Donc dans la joie, dans la santé et dans la paix. L'actualité autrement, commentée par Moussa Famba. Le médecin congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, dénonce l'accord de paix négocié par les États-Unis en République démocratique du Congo. Selon le docteur, celui-ci vise davantage à piller les ressources du pays qu'à garantir la sécurité. Washington a négocié en décembre un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles dans l'est du pays. Alors que le président Trump se vante d'avoir mis fin à la guerre au Congo, l'est du pays est toujours en proie à de violents affrontements. L'accord de paix, qui comprend un volet économique jugé avantageux pour les entreprises américaines, est très controversé dans le pays. En ce qui concerne les minéraux, il y a déjà des lots de minéraux qui partent. Mais en contrepartie, nous n'avons pas la sécurité. Et donc c'est une diplomatie qu'on pouvait qualifier de transactionnelle au départ. Mais aujourd'hui, ça ressemble plutôt à la prédation, puisque nous donnons, mais en retour, nous ne recevons pas la sécurité souhaitée, explique Denis Mukwege, médecin lauréat du prix Nobel de la paix. De passage à Nairobi, où s'est tenu le forum Africa Forward, Denis Mukwege a aussi évoqué le débat sur la révision constitutionnelle dans son pays. Il juge inacceptable la volonté du président Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit qu'on ne peut pas faire des élections puisqu'il y a deux provinces qui sont en guerre, le nord et le sud Kivu. Si on ne peut pas organiser d'élections pour cette raison, alors on ne peut pas non plus organiser de référendum pour modifier la Constitution, car il faudrait que ces deux provinces puissent également se prononcer, a expliqué le prix Nobel de la paix 2018. Le Congrès national africain ANC au pouvoir en Afrique du Sud a réaffirmé son soutien au président Cyril Ramaphosa visé par une procédure de destitution liée au scandale dit du Farmgate. Réunis au Cap, les responsables du parti ont défendu le chef de l'État alors que l'opposition réclame sa démission après les révélations sur le vol de 4 millions de dollars en liquide dans sa ferme privée. Le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a indiqué que le président sud-africain attendrait les conclusions judiciaires avant toute décision. Selon lui, Cyril Ramaphosa examinera le rapport parlementaire fondé sur l'article 89 de la Constitution en tenant compte de l'avis de ses conseillers juridiques. Fikile Mbalula a également dénoncé les pressions de l'opposition, estimant que les appels à la démission du président interviennent avant même la fin de la procédure parlementaire. Le scandale Farmgate fragilise politiquement Cyril Ramaphosa depuis plusieurs mois. L'opposition accuse le président d'avoir dissimulé le vol d'importantes sommes d'argent conservées dans sa propriété privée. Malgré cette affaire, le chef de l'État conserve pour l'instant le soutien de l'ANC, principal parti politique du pays. Les opérations de recherche intensive menées par les forces armées royales conjointement avec les forces armées américaines ont permis de retrouver et de repêcher le 12 mai 2026 le second militaire américain porté disparu depuis le 2 mai 2026 au niveau d'une falaise à Cap Dra,
indique-t-on de sources militaires marocaines. Le corps du second militaire américain porté disparu dans la région de Tantan au sud du Maroc a été repéré approximativement à 16h40 et repêché vers 18h07 à 500 mètres du lieu de l'incident par les éléments des forces armées royales, de la protection civile et des forces armées américaines suite aux efforts continus des ressources déployées, entre autres des équipes terrestres, maritimes et aériennes, précise un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agit bien de la défunte, le militaire de rang Maria Simon Collington. La dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l'hôpital militaire Moulay Hassan de Guelmim, conformément à la procédure établie, à l'issue d'une cérémonie de levée des corps organisée à l'aéroport militaire de Guelmim. En hommage aux 2 militaires américains décédés, les dépouilles ont été rapatriées dans la nuit du 12 mai 2026 à bord d'un avion militaire américain, ajoute le communiqué. Les pays de la région ont plus que jamais pris conscience qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis et le régime israélien pour assurer la sécurité régionale, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Araghchi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le ministre malaisien des Affaires étrangères Mohamed Hassan jeudi, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New Delhi, où les deux parties ont discuté des relations bilatérales, des développements régionaux et de la situation actuelle suite à la guerre d'agression israélo-américaine contre l'Iran. Expliquant les derniers développements liés à la guerre imposée par les États-Unis et Israël et au cessez-le-feu, Araghchi a décrit la récente guerre de 40 jours comme un tournant important dans l'évolution de la situation en Asie occidentale. Aujourd'hui, les pays de la région ont plus que jamais pris conscience que la sécurité régionale est un tout interconnecté et que le destin de tous les pays de la région est lié les uns aux autres et qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis et le régime israélien pour garantir la sécurité régionale, a déclaré Araghchi. Il a également salué les positions du gouvernement et du peuple malaisien concernant la guerre imposée à l'Iran et notamment leur condamnation du massacre d'écoliers à Minab. À l'occasion du 71e anniversaire du guide spirituel des Amsar, à Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, la Fédération Amsardine Internationale FADI perpétue la tradition en remettant un kit solaire à l'orphelinat Niamber, assise à Séminikoro, commune 4 du district de Bamako. L'offre est composée de 8 panneaux solaires de 500 watts, des ventilateurs et d'une batterie lithium pour un montant de plus de 2 millions de francs CFA. La réception s'est déroulée en présence de la délégation de la FADI, conduite par M. Yoro Djara, superviseur général des grands événements de la FADI et les responsables de l'orphelinat. Le reportage est signé Sadio Siribé, Ibrahim Koulibaly. Dans le cadre des festivités du 71e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, la Fédération Ansardine Internationale FADI vole au secours des nécessiteux. Après des orphelinats, elle vient d'offrir des kits solaires composés entre autres de 8 panneaux solaires de 500 watts, des ampoules et une batterie lithium. Cette donation a coûté la bagatelle de plus de 2 millions de francs CFA à la Fédération Ansardine Internationale. C'est dans le cadre de la 71e anniversaire de guide à Seyd Madan Aïdara. Donc c'est pour une remise de dons symboliques donc à l'orphelinat. Nous avons un lot de panneaux électriques, panneaux solaires plutôt, 8 panneaux solaires donc d'une puissance de 580 watts et une batterie de lithium de 15 kW et ensuite 6 ventilateurs donc à la hauteur donc de 80 000 par ventilateur. Donc c'est l'ensemble de dons équivaut à peu près 2 millions et poussières. Cette initiative s'est matérialisée grâce à la fille du guide spirituel des Ansar, désignée l'ambassadrice de l'orphelinat Niamber. C'est pourquoi chaque année, à la faveur de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, la FADI offre un lot de cadeaux à cet orphelinat. La réception s'est déroulée en présence de plusieurs personnes, notamment les responsables de l'orphelinat Niamber, qui se sont réjouis de cet acte hautement symbolique qui vise à atténuer les souffrances de ces enfants en besoin crucial de l'électricité. C'est pourquoi la directrice générale de l'orphelinat Niamber a pris la parole pour remercier la délégation venue offrir ce don
à cet orphelinat. Elle n'a pas manqué non plus de souhaiter un joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, à l'occasion de son 71e anniversaire. Je suis très heureuse d'avoir reçu tout d'abord les enfants de notre papa, Cherif Ousmane Madan Haïdara. Ils ont toujours été là. D'ailleurs, la Néné est notre ambassadrice. Donc je ne peux qu'être plus heureuse encore de recevoir tous ces dons, surtout en cette période de chaleur. Les enfants en avaient vraiment besoin. La rencontre a été marquée par la remise symbolique des kits avant de procéder à la visite symbolique des différentes salles abritant les enfants. La cérémonie a été immortalisée par la coupure du gâteau d'anniversaire du guide spirituel des Ansar, offert par la directrice générale de l'orphelinat Niambert. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe de réalisation et très bonne suite de programme sur Cherifla TV.